Bon, le Real Madrid a battu Barcelone, ça on le sait. Mais ce dernier Classico, c'était bien plus qu'une simple victoire. C'était une véritable leçon tactique qui a montré une équipe en pleine maîtrise et une autre qui semble au bord de la crise. Allez, on plonge au cœur de cette analyse pour décortiquer ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. 2-1. On regarde le score et on se dit « Tiens, c'était un match serré ». Mais en réalité, sur le terrain, l'histoire était complètement différente. Ce qui est fascinant et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment le Real a en fait méthodiquement déconstruit son plus grand rival pour obtenir ce résultat. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout, non ? D'un côté, une victoire méritée et de l'autre, une situation qui devient inquiétante. On va donc décortiquer précisément ces deux aspects, le triomphe tactique d'un côté et de l'autre, un échec qui soulève de très très grosses questions. Commençons par les vainqueurs, si on veut bien. Parce que cette victoire du Real, elle ne doit absolument rien au hasard. C'est le fruit d'une décision tactique hyper audacieuse, une véritable masterclass de leur coach. Et la clé de cette masterclass, c'est quoi ? C'est l'abandon du 4-3-3 habituel pour passer à ce fameux 4-4-2 en losange. Ça peut paraître un détail pour certains, mais en réalité, ce changement de système a complètement paralysé Barcelone et a tout changé sur le terrain. Alors, pourquoi ça a si bien marché ce losange ? Eh bien, tout part de la base. On met Tchouaméni tout seul en pivot pour venir verrouiller toute la défense. Et cette sécurité derrière, ça a permis quoi ? De libérer complètement des joueurs comme Bellingham et Camavinga plus haut sur le terrain pour qu'ils puissent créer. Le résultat, c'est que chaque joueur était à son meilleur poste, les combinaisons étaient naturelles, bref, ce jour-là, c'était la composition parfaite. Évidemment, une bonne tactique, ça ne fait pas tout. Il faut des joueurs capables de l'exécuter à la perfection. Et ce soir-là, il y a plusieurs Madrilènes qui ont sorti des performances absolument capitales. On doit commencer par Aurélien Tchouaméni. Le mot utilisé pour décrire son match, c'est monstrueux. Et c'est vraiment ça. La grosse différence par rapport à d'autres matchs, c'est son positionnement. Pas dans un double pivot, non. Là, en sentinelle, seul. Il a excellé. Il a ratissé un nombre de ballons incroyable, il a soulagé sa défense et il a lancé les attaques avec des passes simples, propres, en une touche. Ensuite, il y a Federico Valverde. Alors lui, c'était la petite surprise, aligné en tant que latéral droit. Et il a été jugé excellent. Il a fait tout le sale boulot, comme on dit. Il a passé son temps à anéantir les offensives du Barça, à récupérer les ballons, un travail de l'ombre juste colossal. Et puis, comment ne pas parler de Jude Bellingham ? Sa première mi-temps, elle était spectaculaire, un vrai chef d'orchestre. Non seulement il a dicté le rythme de toute son équipe, mais il a aussi sorti une passe décrite comme totalement folle qui a mené à une énorme occasion. Bon, on a vu le côté lumineux de la force. Maintenant, il faut passer de l'autre côté du miroir. On va parler de l'effondrement collectif du FC Barcelone, une performance qui a été décrite vraiment comme un échec total. Et les mots sont forts, très forts même. La performance a été qualifiée de catastrophique. Collectivement, le terme utilisé était ignoble. Ça donne une petite idée du naufrage auquel on a assisté. Ce tableau, il est assez parlant. D'un côté, le Real, une intensité folle, du mouvement permanent, un pressing intelligent. Et de l'autre, le Barça, zéro intensité, des joueurs statiques, presque robotiques, un pressing inefficace et une pauvreté technique assez rare. Le contraste est juste saisissant. Alors, d'où venaient les problèmes ? Le point le plus crucial, le plus grave, c'est cette ligne de défense qui jouait beaucoup trop haut, sans jamais mettre la moindre pression sur le porteur du ballon adverse. C'est, tactiquement parlant, un suicide. Ajoutez à ça des joueurs immobiles, qui n'offraient aucune solution, et un piège du hors-jeu qui a été un fiasco complet. Et s'il y a bien un joueur qui a cristallisé toutes ces critiques, c'est Lamine Yamal. Attention, pas pour son talent avec le ballon, mais pour sa performance sans le ballon, qui a été jugée inadmissible. Le reproche est lourd, il aurait abandonné son latéral et abandonné son équipe. C'est un peu le symptôme de ce manque d'effort général. Impossible, bien sûr, d'analyser ce match sans parler du gros point de polémique, le contact dans la surface entre Yamal et Vinicius Junior. Alors la question que tout le monde s'est posée, penalty ou pas penalty ? Ça a fait couler énormément d'encre. En fait, le raisonnement est assez simple. Si Yamal ne touche absolument pas le ballon, alors c'est penalty. Point. Le problème, et c'est là la difficulté, c'est qu'il est quasiment impossible d'être sûr à 100%. Donc c'est une décision hyper compliquée pour un arbitre qui, de toute façon, n'enlève absolument rien à la supériorité globale de Madrid sur ce match. Ok, donc après avoir vu tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on retient ? Quelles sont les leçons à tirer à long terme pour les deux clubs après un match aussi marquant ?
Pour le Real Madrid, le verdict est super clair. Ce n'est pas juste une victoire, c'est la validation d'un nouveau plan de jeu. Le 4-4-2 losange, c'est la voie à suivre. L'équipe qui a joué ce jour-là, c'est le 11 idéal. Ils ont enfin des certitudes à des postes qui étaient en débat. Et pour Barcelone, à l'inverse, c'est le signal d'alarme qui retentit. Ce match n'est pas un simple accident. Il a mis en lumière des failles vraiment profondes. Un manque d'intensité inacceptable à ce niveau, un système défensif complètement aux abois. Il y a un besoin urgent de trouver des solutions, et vite. L'inquiétude est à son comble. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Est-ce que ce match n'était qu'un résultat ponctuel, un coup de génie d'un côté et un jour sans de l'autre, ou est-ce qu'on est en train d'assister au premier signe d'un véritable basculement de pouvoir au sommet de la Liga ? Seul l'avenir nous le dira.